L'une des meilleures façons de gagner la guerre contre quelqu'un de fort et de résilient, c'est la capacité d'asphyxier sa capacité de se ravitailler. Son lieu, son cercle de ravitaillement, vous le coupez. Avec un peu de temps, finalement, il va s'arrêter. C'est une histoire qui s'est passée dans le passé, avec le Biafra, par exemple, au Nigeria. Là, le Biafra était simplement un groupe de Nigérians de la tribu Igbo qui ne voulait pas faire partie du Nigeria. Rappelez-vous que dans le passé, les Africains étaient simplement des clans, des tribus, des ethnies qui se réunissaient quand ils voulaient. Mais avec le colonialisme, ils ont été forcés de vivre ensemble. Certains ethniques et certains groupes ethniques ont été forcés de vivre avec ceux qui autrefois étaient leurs ennemis. Alors dans le cas du Nigeria, il y avait les Igbo. Les Igbo, dans l'est du Nigeria, à l'ouest, il y avait les Yoruba, au nord, les Hausa et les Fulani. Les Igbo ne voulaient pas faire partie du Nigeria. En 1960, le Nigeria a son indépendance. En 67, les Igbo se lèvent pour former leur pays qu'ils appellent le Biafra. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient tellement durs et forts, ils ont résisté au gouvernement nigérian. Qu'est-ce que le gouvernement nigérian a fait? Le gouvernement nigérian à l'époque a complètement coupé accès au Biafra, à la nourriture et à toutes sortes de ravitaillements. C'est-à-dire l'objectif était simple. Si on leur coupe à manger, ils finiront par céder. Quelque temps plus tard, il y avait plus d'1 million de morts et beaucoup de personnes, des images déroutantes des enfants mourant de faim dans le Biafra. Nous sommes maintenant au Niger. Le Niger accuse la France de manigancer des choses très similaires. Le général Tiani, récemment parti en discussion avec des militaires, a ouvertement dit que la France menait des manœuvres sournoises contre le Niger, ciblant notamment la zone frontalière entre Katina et Gobir. Voilà Katina et Gobir sur la carte, vous voyez. Le général Tiani a dit « C'est une guerre totale que la France a décidé de nous livrer parce que nous avons choisi de prendre notre destin en main. » Donc une guerre totale que la France décide de nous livrer seulement parce qu'on choisit de prendre notre destin en main. Ça veut dire que la France, d'après M. Tiani, aurait préféré que le Niger reste tel qu'il était depuis toujours. Il dit que les infrastructures énergétiques du Niger sont attaquées. Comment sont-ils attaqués? Parce que la France, d'après lui, est en train de fournir les éléments nécessaires aux terroristes et à tous ses ennemis de l'État pour aller détruire ces infrastructures. Pour quel objectif? L'objectif est simple. Quand il n'y a pas de ressources d'énergie, le pays tombe. Pourquoi on attaque les infrastructures essentielles? Les autorités nigériennes accusent la France de chercher à déstabiliser le secteur d'hydrocarbures du pays par des stratégies indirectes. Quelle stratégie? Soutien présumé à des groupes armés et aux opérations de renseignement clandestines. C'est-à-dire, ils accusent la France de faire des opérations de renseignement clandestines au Niger et transmettre des informations aux groupes terroristes. Est-ce vrai ou pas? Est-ce vrai ou pas, d'après M. Tiani, que la France serait en train d'opérer de manière clandestine au Niger, trouve des informations qu'ils transmettent directement aux groupes terroristes? Le 25 janvier, le ministre nigérien de l'Intérieur, Mohamed Toumba, a dénoncé une stratégie de chevaux de Troie, où la France s'allierait avec des pays voisins pour déstabiliser le Niger. Alors on parle de quel pays ici? On parle principalement du Bénin, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire. Mais ici, on va voir le Bénin. Le président Tiani a affirmé que des agents de la DGSE, service de renseignement français, expulsés au Niger, donc ceux qui étaient au Niger, sont maintenant opérationnels au Bénin et continueraient d'y agir depuis pour perturber la stabilité nationale. Les hydrocarbures sont ciblés simplement parce que le Niger actuellement essaie de diversifier son économie au-delà de l'uranium. Comme vous le savez très bien, depuis très longtemps, le Niger a été un très grand producteur d'uranium, mais on ne peut pas construire un pays seulement en misant sur une seule chose. Il faut diversifier son économie. C'est très important. Et comme le Niger essaie maintenant, avec les pétroles et autres choses, les ennemis du Niger essaient de déstabiliser le pays en visant ces mêmes histoires. Dans quel objectif? L'objectif d'asphyxier le pays. Certaines personnes pro-gouvernement nigérien ont même comparé cette histoire à ce qui se passe au Mali et au Burkina Faso. C'est-à-dire, au Mali, on sait qu'il y a carence et difficulté d'obtention de carburant. Pourquoi? Pas parce qu'il n'y en a pas, simplement parce que les groupes terroristes sont levés pour contrer ce transfert. Ce sont des gens qui s'assurent que le carburant n'arrive pas à la capitale. Et surtout pas dans les coins reculés des deux pays, le Mali et le Burkina Faso. Il y a pas très longtemps ici, au Burkina Faso, je pense, les gens étaient obligés de rester à la maison. Les étudiants ne sont pas partis étudier pendant au moins 2 semaines. Pourquoi? Par faute de carburant et des difficultés rencontrées dans ces secteurs. Donc, comme on ne peut pas faire une guerre ouverte contre le Niger, le Burkina Faso, le Mali, on va faire une guerre par proximation. On va faire une guerre recollectée. On va bloquer la veine névralgique de transmission de l'économie nigérienne. Je pense qu'il est important de rentrer à la genèse. C'est très simple. La relation entre le Niger et la France a basculé quand le nouveau gouvernement est venu en place. M. Tiani et son groupe arrivaient, renverser la vapeur, balancer hors de bord. M. Mohamed Bazoum, qui était un grand ami de la France, n'a pas été perçu convenablement par Emmanuel Macron.
Un coup d'État depuis juillet dernier retient en otage un président démocratiquement élu. La France a une position simple. Nous le condamnons. Nous demandons la libération du président Bazoum et la restauration de l'ordre constitutionnel. Et nous ne reconnaissons aucune légitimité aux déclarations des putschistes. Puisque le président Bazoum n'a pas renoncé à son pouvoir. Et donc, si nous redéployons quoi que ce soit, je ne le ferai qu'à la demande du président Bazoum et en coordination avec lui. Pas avec des responsables qui aujourd'hui prennent en otage un président. Évidemment, quand vous entendez le président français parler ici, ça semble logique. Ok, le système favorable ici aurait été la démocratie, les élections. Mais malheureusement, le Niger en a pensé différemment. Et qui sommes-nous pour les juger? Mais apparemment, au départ, le Niger ne voulait pas complètement chasser la France. Ils auraient en effet invité l'ambassadeur français pour un entretien au tout début. Mais l'ambassadeur français aurait snobé cette invitation, disant qu'il ne discuterait pas avec des gens qui ne sont pas démocratiquement élus. Et après avoir demandé à multiples reprises, et que l'ambassadeur eut snobé carrément cette demande, le Niger demanda à l'ambassadeur de plier bagages et de se tailler en 48 heures. C'est alors que le Quai d'Orsay répondra en disant « Nous ne vous reconnaissons pas. Nous reconnaissons Mohamed Bazoum qui a été démocratiquement élu au Niger. » Bon, quelquefois on se dit, quand tu vas chez autrui et que les choses changent chez autrui, comment tu fais? Est-ce que tu restes fidèle à la personne qui vous a invité ou bien vous faites face à la situation telle qu'elle est? C'est une question très importante. C'est une question de vie et de mort. La France n'a pas à mourir pour le Niger. La France est au Niger pour des intérêts très clairs. Inutile de faire semblant. C'était une question d'échange, d'énergie et de nucléaire. C'était une question d'échange d'uranium et tout le bazar. Alors, était-il nécessaire de combattre pour M. Bazoum jusqu'à la fin ou de trouver un moyen, même si les paramétrages devaient être différents, mais dans un moyen de politesse, de compréhension pour rester travailler avec le Niger? Je vous rappelle que M. Macron, à un moment donné, avait des rhétoriques plus ou moins dures. Alors, on a dit que la France était trop engagée en soutien au président Bazoum. J'entends les gazettes, je lis le commentaire parfois des autres capitales. Mais on ferait quoi si un coup d'État comme ça se passait en Bulgarie ou en Roumanie? On irait dire, il ne faut pas trop s'engager. On va regarder, parce que les putschistes nous ont proposé un Premier ministre. Voilà, on va s'engager, c'est ça la bonne politique. Il ne faut pas être jusqu'au boutiste, on n'est pas chez nous. C'est ça ce que veulent faire les autres capitales? Et on voudrait dire que la démocratie est une idée qui est bonne pour l'Afrique, qu'on ne fait pas de double standard. C'est inadmissible. On a un homme intègre, démocratiquement élu, courageux parce que pour la première fois dans un tel cadre, il ne démissionne pas au péril de sa vie et de celle de sa famille. Et on nous explique que la bonne politique aujourd'hui, ce serait de le lâcher. Parce que c'est devenu à la mode. Parce qu'en fait, il faudrait produire local maintenant, même quand ce sont des putschistes. Et de Washington, en passant par d'autres capitales européennes, j'ai entendu des voix, j'ai écouté des journaux, j'ai lu des tribunes qui nous expliquaient « N'en faites pas trop, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. » Non, on doit être clair, cohérent. Cohérent. Sinon, qui nous écoutera? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant si quand ils subissent cela, on ne peut pas être en soutien? Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout, et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. Alors, beaucoup de personnes ont perçu ces discours comme un discours belliqueux. Vous êtes chez autrui, après tout. Si autrui décide de changer, il vous faudra vous ajuster carrément. Ce n'est pas en disant que la France défendrait ses intérêts que l'on souhaiterait la présence française. Même les Français ne voudront pas ça, des Marocains qui arrivent en France. On va leur rappeler que, monsieur les Marocains, vous n'êtes pas Français, même si vous êtes acceptés ici. Donc, les accusations tombent de partout. Certaines personnes pensent que le blocage de carburant au Mali et au Burkina Faso est justifié depuis Paris. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou pas? Faites-moi savoir. Je vous rappelle que le Mali a accusé la France de partager les informations de renseignement et d'alimenter les éléments terroristes. Mon pays a été ensuite poignardé dans le dos par les autorités françaises. À la gravité des faits commis par la junte française, le Mali, dans sa lettre en date du 15 août 2022, a demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette réunion a pour objet de permettre au Mali de présenter les éléments de preuve en sa possession, démontrant que l'armée française a agressé en de maintes reprises mon pays. Le Mali, parti aux Nations Unies, demanda une réunion spéciale pour discuter sur ces sujets qui apparemment avaient été rejetés. Vrai ou faux, on le découvrira certainement très bientôt. Finalement, M. Macron entame une tournée de 5 jours dans le continent africain.
Monsieur Macron va faire un voyage en Afrique dans 5 pays différents pour aller discuter comment c'est une nouvelle relation de la France-Afrique. Macron souhaite profiter de ce voyage pour renouveler la relation de la France avec l'Afrique en évoluant vers un partenariat plus équilibré et mutuellement bénéfique. Partenariat plus équilibré et mutuellement bénéfique. Je pense que c'est avec ça qu'il fallait commenter. Donc à partir du moment où les Africains du Sahel commençaient à se bouger, il fallait directement dire hey, les amis, nous sommes prêts à faire un partenariat plus équilibré et mutuellement bénéfique. Au lieu de tirer là, fermer l'ambassade, refuser le visa, bloquer les vols, et en fin de compte, chercher à renverser la vapeur, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors, Monsieur Macron sera où? Monsieur Macron, évidemment, commencera en Afrique du Sud, il participera au G20, il visitera quelques pays africains dont on partagera ici dans notre prochaine édition. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez vraiment que le général Tiani a raison de dire que la France est en train de manigancer? La France, c'est la raison pour laquelle les attaques sont effectuées dans la zone frontalière de Katsina et Gobi, dans l'objectif de déstabiliser en détruisant les installations pétrolières et gazières. Mais est-ce acceptable si on vous chasse d'un appartement de vouloir brûler l'immeuble? Faites-moi savoir, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.